Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Premier Lancé. Au programme aujourd'hui, un sport peu pratiqué en France mais qui reste le sport national. Aux États-Unis, nous allons parler de baseball avec un premier sujet qui vous en dévoilera ses règles principales. Nous évoquerons aussi l'implantation locale avec le club de Noisy-le-Grand en région parisienne, les Webs. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, nous recevrons deux invités de Marc Elliott Fless, d'abord responsable du développement à la FFBS, la Fédération française de baseball et de softball, ainsi que Romain Martinez-Scott, ancien joueur et ancien international français. Sans plus attendre, donc, partons tout de suite à la découverte du baseball et de ses règles principales. C'est la séquence Focus Time. Alors le baseball est une longue affaire, de grands jeux. C'est un jeu anglais qui datait du XVIIIe siècle et qui s'appelle Rounder. Les Allemands avaient un petit dérivé aussi qui s'appelle la Schlagball, qu'on ne connaît pas trop. Et en France, Eureka, Cocorico, on avait la tech française. Et ça s'est répandu jusque dans les années 1800, où là, des Américains ont eu la bonne idée de régir enfin un certain nombre de disciplines qui existaient par ailleurs dans le monde. On a eu à un moment un personnage très connu des Américains qui s'appelle Monsieur Abner Doubleday et qui en 1836 s'est dit mais il faut absolument faire des règles. Ensuite est arrivé un arpenteur qui s'appelle Monsieur Alexander Cartwright et qui lui a, on va dire, finalisé les normes de terrain. Un terrain ça fait 100 par 100. 100 mètres par 100 mètres, et au milieu, 122 mètres. Et vous avez un petit terrain à l'intérieur, alors qu'il a la particularité, lorsqu'on la regarde dessus, de former un diamant, dans lequel s'inscrit comme une petite maison, c'est ce qu'on appelle le marbre, donc ce petit carré, qui lui fait 27 mètres 43 au carré. Les 4 bases, c'est 90 pieds, et un lancer depuis la plaque du lanceur jusqu'à la pointe du marbre, de 18 mètres 44. Et ensuite, un grand champ, qui est le champ ouvert, qui s'appelle le champ extérieur, et qui peut aller donc jusqu'à une centaine de mètres sur tout le territoire qui va jusqu'à sa limite possible, quoi. Le baseball est devenu un sport olympique en 1992, même s'il y avait eu des années qui avaient précédé au début du siècle dernier, comme en 1924 par exemple. Il y a eu des arrêts de session, des reprises de session, et malheureusement on l'a perdu à nouveau avec les Jeux de Londres. Et donc, les Américains se sont passionnés très vite pour ce sport. Pourquoi ? Parce que n'importe qui, dès qu'il est petit, on lui envoie une balle. Même au berceau, on lui envoie une petite balle, il l'attrape avec les deux mains. On relance avec son père, etc. Et c'est devenu ce qu'ils appellent l'American Pastime, le sport favori des Américains. À la base du sport, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est très simple, à savoir qu'on a sur un terrain clos 2 équipes de 9 joueurs qui vont aller sur le terrain en alternance, certaines fois avec des gants, ça sera la défense, certaines fois avec un bâton, ça sera l'attaque. Donc il y aura un jeu alternance attaque-défense. Le but étant de frapper la balle le plus loin possible pour pouvoir progresser autour d'un terrain carré et lorsqu'on rentre à la maison, on marque un point, comme les petits chevaux. Le but étant évidemment pour l'équipe vainqueur de gagner au moins d'1 point le match. Une manche complète, c'est les 2 équipes qui sont passées au bâton, puisqu'il va y avoir un jeu d'alternance. Une fois au bâton, une fois avec les gants. Donc, quand une équipe a frappé, c'est une demi-manche. Et il faut qu'à la fin des 9 manches, le score ne soit pas à égalité. À l'équipe en attaque marque des points tout simplement en frappant. Plus ils frappent fort, plus ils avancent de base. S'ils ne frappent pas fort, ils ne peuvent aller, par exemple, qu'en première base. Et donc l'attaque devra faire le tour de ces 4 bases, en une fois, en plusieurs fois. Et chaque fois qu'ils rentreront, qu'ils toucheront avec le pied ou la main le marbre où ils sont partis, ils marqueront un point. Un vol de base, c'est tout simplement aller d'une base à l'autre. À partir du moment où un coureur est arrivé sur une base, il peut, je dis bien il peut, il n'est pas obligé, de partir vers l'autre d'à côté. Alors la zone de strike déterminée par la position du frappeur et la balle qui va arriver devra s'inscrire
dans la largeur de ce marbre qui fait donc 43 cm et en hauteur entre le genou et l'aisselle du batteur lorsqu'il est en place. Alors, il y a, pour schématiser, 3 éliminations principales. Soit le lanceur, il lance bien 3 balles, 3 strikes, le batteur est éliminé. Donc à ce moment-là, l'arbitre ferait « he's out ». Soit un coureur, s'il vole, est touché par un défenseur, balle en main. Soit la balle qui a été frappée est attrapée de volée. Et le coup magique, évidemment, c'est de sortir la balle du stade. Le home run, le plus beau home run, c'est 4 points. Lorsque les 3 bases sont pleines, un coureur en première, un coureur en 2, un coureur en 3, sort la balle du stade, 4 points. Il y a des petites variantes, vous en avez tous entendu parler, c'est le softball. Alors soft, c'est bien, c'est beaucoup dire, hein. Ce sont des balles aussi dures, même plus lourdes pratiquement que la balle de baseball. La balle étant plus grosse, le bâton est plus fin. En général, le softball se joue sur un terrain de 18 mètres au carré, au lieu de 27 mètres 43. Les règles sont à peu près identiques après pour le reste. Alors vous avez le softball, la rookie ball, ça c'est avec des machines, pour les petits par exemple, machines à lancer, qui lancent à environ 50 km/h. Et aujourd'hui, on a un baseball féminin qui marche très très fort et qui a démarré il y a maintenant en France 3 ans à peu près et qui a maintenant vraiment fait ses preuves avec des compétitions européennes, mondiales, etc. Le baseball féminin a complètement sa place. Allez, cours, cours! Cours, 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 cours! Le baseball ne devrait donc plus avoir de secret pour vous grâce à ce très joli reportage. Il est temps pour nous d'accueillir nos invités du jour, à commencer par Elliot Fless, donc responsable du développement à la Fédération française de baseball et de softball. Bonjour Elliot. Bonjour Benjamin. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. À vos côtés, Romain Martinez-Scott, ancien joueur, ancien international français, désormais consultant, entre autres à la télévision pour parler de baseball. Salut Romain. Bonjour Benjamin. Tout va bien? On est prêt? Impeccable, merci. On va commencer donc par la base. Elliot, je me tourne vers vous pour parler un petit peu du baseball et de son arrivée en France, parce qu'on l'a dit, c'est un sport américain. À la base, en tout cas, c'est là où il s'est le plus développé. C'est le National Pastime aux États-Unis. Quand est-il arrivé en France? Comment s'est-il développé dans les premières années? Oui, alors comme le disait Gilbert Lejeune dans le reportage précédemment, il y a eu des pratiques ancestrales en fait, en Europe, en France, bien avant la notion du terme baseball. On parlait de la tech par exemple, que beaucoup de gens connaissent. L'arrivée du baseball codifié par les Nord-Américains comme on le connaît, la première fois en France, c'est 1889, à l'initiative d'un non connu aussi, Albert Spalding, connu par exemple pour les ballons de basket. C'était un joueur de baseball, mais aussi un dirigeant d'une société d'équipements sportifs et notamment de baseball. Et il a décidé de faire une tournée mondiale et il s'est rendu à Paris en 1889 pour faire une démonstration de baseball. Suite à ça, il a créé une sorte de dynamique autour de la pratique, notamment en Île-de-France, avec la création des premiers clubs sur le territoire français, jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui malheureusement, bien entendu, a marqué un coup d'arrêt dans la pratique. Mais celle-ci, elle a repris à la fin de la guerre. Et en 1924, il y a eu, à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, au stade olympique de Colombes, un match de démonstration entre 2 équipes américaines. Et suite à ces matchs-là, la création de la Fédération française de baseball et de tech à l'époque, avec un président dont le nom est également connu dans le monde du sport, Franz Reichel. La Fédération française de baseball voit donc le jour, se développe évidemment jusqu'à aujourd'hui. Vous en faites partie de cette fédération. Qui dit fédération dit championnat. Évidemment, en France, aujourd'hui, si on fait l'état des lieux, combien on a de championnats, quel niveau on a, combien on a d'équipes, etc. Oui, alors il est difficile de donner un nombre exact de championnats puisqu'il en existe à plusieurs niveaux. Quelques-uns sont de niveau départemental, là où la pratique est le plus développée. La majorité des championnats d'un niveau amateur, on va dire, se trouvent en région et gérés par les ligues régionales. Donc ça va, sur certains territoires, il y a un seul niveau régional, parfois il y en a 3. Au niveau national, donc orchestré et géré par la fédération, on en a plusieurs selon nos disciplines. En baseball, vous allez retrouver 3 divisions de niveau national. En softball, on a une division 1 féminine, une division 1 masculine. Après, on a des championnats de France et des Open de France pour toutes les catégories jeunes qui vont des 9U, moins de 9 ans, jusqu'aux 18U. Et puis, on a aussi des compétitions nationales dites interligues avec des sélections des meilleurs jeunes de chaque ligue régionale en France qui viennent s'affronter sur une grande fête un week-end, les interligues Little League.
Le baseball est bien développé, bien installé en France, contrairement à ce que certains pourraient penser. Qui dit championnat dit évidemment aussi équipe de France. On a un ancien international avec nous aujourd'hui. Romain, on peut imaginer évidemment la fierté de représenter son pays sur un terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que quand on parle d'international, on se dit joueur professionnel, est-ce qu'on peut être joueur professionnel de baseball en France ou est-ce qu'on doit s'expatrier pour le devenir à temps complet? Alors aujourd'hui, c'est à mon sens très compliqué d'être joueur professionnel et ne faire uniquement que ça. On va pouvoir avoir des aides, ça va être plutôt des aides d'ailleurs qu'un salaire. Et à côté de ça, il va falloir, je pense, avoir quand même une vie avec un travail ou un complément salarial parce que du coup, ça va être un peu compliqué. Alors généralement, pour certains joueurs, notamment des apports étrangers, on va pouvoir les intégrer à tout ce qui est mouvement du club. On va leur donner peut-être des équipes. On voit certains joueurs qui prennent en main des équipes à côté de leur, entre guillemets, job d'étrangers dans les clubs français. Après, pour les Français, en France, on n'en a pas. On n'en a pas eu, c'est pas courant de voir un Français qui ne vit que du baseball. Il y aura tout le temps. Vous faites très bien d'en parler justement. Donc si les Français en France ne peuvent pas vraiment vivre du baseball, on parlait d'expatriation. Est-ce que vous avez des exemples de joueurs français qui ont réussi justement à emmener leur talent avec eux pour aller percer dans des ligues un peu plus professionnelles et un peu plus médiatisées? Alors, on en a quelques-uns. Pour citer parmi certains noms, on peut avoir Joris Bert, qui est l'un des pionniers. On a eu ensuite, donc Joris Bert, c'était aux États-Unis. On a Fred Envy au Japon, qui a réussi à jouer professionnel. On va avoir deux grands noms du baseball français d'origine cubaine, Andy Paz, qui est allé à un très très bon niveau et qui s'est rapproché vraiment du meilleur niveau qui est la MLB. Et on a en ce moment même Ernestico Martinez pour les habitués. Donc son vrai nom, c'est Ernesto. C'est le fils d'Ernesto Martinez, un joueur cubain qui a joué de nombreuses années en France. Et lui, il est en plein dedans. Et on a pu le voir cette année en spring training. Donc spring training, c'est les pros qui se préparent à leur saison. Et après, ils invitent des joueurs qui jouent dans des ligues mineures et ils les invitent à jouer avec eux. Et Ernestico a été invité. Et ça, c'est, je pense, un grand pas. C'est le premier Français à pouvoir effectuer ça. Et c'est de très bon augure. Ouais, ça donne le sourire évidemment à tous les fans de baseball en France, l'espoir d'avoir un Français en Major League Baseball rapidement grâce à Ernestico Martinez qui évidemment fait partie du giron de la fédération. Cette fédération, elle est proactive, elle organise des choses. Si on doit donner un agenda global d'une saison, quels sont les grands événements du baseball en France à ne pas manquer chaque saison et peut-être même est-ce qu'il y a des événements internationaux à venir dont vous avez envie de nous parler? Oui, on est dans le bon timing pour parler de ça, puisque en général, on est connu pour être des sports plutôt de pratique printanière ou d'été. Là, nos saisons ont démarré ou démarrent, en tout cas au niveau national. En région, ça joue déjà depuis quelques semaines un petit peu partout. La première division de baseball va démarrer d'ailleurs ce week-end. Les temps forts de nos compétitions nationales en France, qui sont récurrentes, qui viennent tous les ans, c'est bien sûr les finales, notamment de nos championnats, division 1 baseball, division 1 softball, féminine ou masculine. Il y a les challenges de France en baseball ou en softball, qui sont un format un peu de Coupe de France avec les meilleures équipes nationales sur quelques jours, sur un week-end, rassemblées sur un même lieu et qui qualifient pour une Coupe d'Europe. Et puis bien sûr, il y a toutes les compétitions jeunes et je parlais des interligues. Pour moi, c'est aujourd'hui la plus grosse fête du baseball jeune français. Elle rassemble à peu près 300-350 jeunes des catégories moins de 12 ans et moins de 15 ans sur un même site pour un week-end. Et c'est vraiment là où notre communauté, qui n'est pas très grande mais se développe, se retrouve et fête le baseball jeune qui représente l'avenir en fait pour nous. Et le baseball jeune qui a aussi la chance aujourd'hui quelque part de bénéficier d'une médiatisation du baseball qui n'était pas là il y a encore quelques années, qui peut voir plus de baseball à la télévision. Est-ce que, alors que l'on va bientôt parler un petit peu de l'implantation locale du baseball en France avec un exemple, est-ce que vous le sentez au travers de la fédération? Est-ce que vous voyez justement les chiffres un petit peu évoluer grâce au fait que le baseball soit un petit peu plus médiatisé? Oui, on a un nombre croissant de licenciés depuis une dizaine d'années, alors à un rythme modéré par rapport à ce qu'on est, mais on a gagné à peu près 50% de licences en 10 ans, donc ça c'est plutôt très positif. Et je pense effectivement, comme vous le disiez, on a accès à l'information aujourd'hui grâce à Internet, aux réseaux sociaux, qui fait qu'un jeune qui se passionne de baseball a accès à beaucoup plus de contenu que pouvaient l'avoir des pratiquants il y a 30 ans, qui devaient peut-être aller louer des cassettes pour mettre dans un magnétoscope ou acheter des magazines. Donc aujourd'hui, il y a de l'accès
associé bien sûr à des matchs, mais aussi à des contenus techniques diffusés par des entraîneurs. Et c'est valable dans toutes les disciplines, que ce soit au baseball, au softball, où il y a aussi beaucoup de contenus nord-américains ou japonais. Et même maintenant, avec notre nouvelle discipline de Baseball 5 qui explose un petit peu, il y a aussi des contenus comme ça accessibles en ligne. Donc il y a plus de choses pour les jeunes, effectivement. Le baseball et la Fédération française de baseball et de softball en pleine expansion. Quelques chiffres comme ça, c'est plus de 13 000 licenciés, plus de 240 clubs aux 4 coins de l'Hexagone, même si un hexagone en a un petit peu plus que 4. Alors, où est-ce qu'on apprend le baseball? Comment est-ce qu'on apprend le baseball? Nous sommes allés à la rencontre des Webs, le club de Noisy-le-Grand en région parisienne. Et c'est la séquence Team Spirit. Le nom officiel et complet des Webs, c'est les Webs à toile d'araignée. C'est le nom qui a été donné lorsque l'association sportive a été créée en 1991. Et en fait, c'était une belle métaphore sur web, toile d'araignée. C'était une belle métaphore sur la défense lorsqu'on joue au baseball. Alors, la naissance officielle de l'association sportive, c'est 1991, mais la section a été créée en 1987, qui a été créée en fait par un animateur qui adorait ce sport et qui a décidé de créer une section baseball auprès des jeunes noiséens et noiséennes. Donc dès 1987, il y a eu une section avec des matchs qui ont été organisés à cette époque-là. Pendant 7-8 ans, enfin 5-6 ans plus tôt, les joueurs ont progressé, mais se sont rendus compte en fait à partir de 1992-93 que avec le club des Webs de Noisy-le-Grand, ils n'auraient pas le niveau pour aller jouer en Coupe d'Europe ou aller jouer en équipe de France. Ils étaient déjà trop vieux. Ils avaient à cette époque-là déjà 22, 23, 24 ans. Et le softball était encore en plein essor à cette époque-là. Donc il y a eu une partie des joueurs qui a décidé de créer une section softball pour essayer de faire du haut niveau, de jouer en Coupe d'Europe de club, de jouer avec d'autres équipes étrangères. Ce qui était plus possible au baseball parce qu'ils avaient pris trop de retard par rapport à d'autres clubs qui s'étaient créés avant. Et la seconde raison quand même qui est très importante, c'est que dès 1980, enfin même depuis le départ, il y a toujours eu des filles dans le club. Il a été décidé de créer une section softball pour qu'elles puissent continuer à jouer. Avant, ça fait seulement 4 ou 5 ans, le baseball n'était pas mixte. C'est-à-dire que les filles, à partir de 16 ans, elles étaient obligées de jouer au softball. Alors depuis 3-4 ans, on travaille effectivement avec les écoles primaires de Noisy-le-Grand et on leur propose comme activité le Baseball 5. Le Baseball 5 est une version urbaine du baseball. C'est un terrain de 13 mètres de côté qui n'a pas besoin de matériel spécifique à part une balle rebondissante. Et puis l'avantage, c'est qu'on peut jouer très rapidement. Et dans ce cadre-là, on fait 3 ou 4 initiations avec les écoles et ça se passe très bien. Toujours très content de voir des jeunes jouer ensemble, des jeunes auxquels vous avez appris à jouer au baseball et qui performent sur le terrain. Quand vous avez des parents qui viennent voir les enfants, ouais, c'est ça l'esprit. Eh bien, j'ai inscrit mon fils au club qui cherche un sport. Nous, on est un peu fans des États-Unis, des voyages aux États-Unis avec ma femme et mon fils. Et donc, on avait connu le baseball aux États-Unis et quand on est rentré à Noisy, on a cherché s'il y avait un club de baseball à Noisy-le-Grand et on a trouvé effectivement les Webs. Et l'année suivante, en fait, du coup, je me suis inscrit directement au club. Moi, j'entraîne équipe 1 avec mon ami et collègue Redmond Sissowat depuis 4 ans. Donc, on a commencé en départemental avec une équipe un peu novice. Et 3 années de suite, on était champion. Donc, on est monté de 3 divisions en 3 ans. Donc, cette année, on évolue en régional 1. On espère se maintenir. Donc, en senior, il y a 4 entraînements par semaine. Les mardis, mercredis, jeudi, vendredi. Et les jeunes s'entraînent 2 fois par semaine aussi. Des horaires juste devant nous, en fait.
Alors qu'est-ce qui me plaît? Je dirais c'est l'aspect tactique, l'intelligence de jeu. C'est pas uniquement un sport où on est là pour taper les balles et attraper les balles, mais c'est vraiment tout l'aspect stratégie. Il y a toute une stratégie à chaque lancer, chaque frappe. La stratégie est différente, il y a beaucoup de combinaisons de jeux possibles et c'est cet aspect stratégique un petit peu que j'apprécie beaucoup dans le baseball. Je pense pour faire du baseball en France, déjà il faut être passionné. Donc c'est un peu, c'est quelque chose qui existe chez nous, qui est très important, mais je pense solidarité et passionné du baseball, on l'est tous, parce que sinon c'est très difficile d'évoluer, de faire quelque chose dans le baseball en France, on n'est pas passionné. On est encore un petit sport. 1, 2, 3, ouais! Les Webs de Noisy-le-Grand, un des nombreux clubs qui permettent donc de commencer le baseball dès le plus jeune âge. Et on le sait, quel que soit le sport, les petits clubs comme ça, c'est le terreau, le vivier du sport, en l'occurrence ici du baseball. Comment est-ce que vous, du côté de la fédération, vous les soutenez en termes de subventions, en termes de formation, ce genre de choses? Oui, alors en termes de ressources, Benjamin, je pense que ce qui est important de rappeler déjà, c'est que tous les gens qu'on voit dans ce reportage, pour la plupart, c'est des bénévoles qui donnent de leur temps, beaucoup d'énergie pour pas grand-chose en retour finalement, si ce n'est la satisfaction de promouvoir leur passion. Et c'est eux la première ressource des clubs. On peut avoir de l'argent, on peut avoir un terrain, s'il n'y a personne pour animer l'association, tout ça, ça n'existe pas. Donc la première ressource, c'est ça. Les ressources après, on parle souvent évidemment d'argent, puisque c'est avec ça qu'on peut mettre en place des projets au sein d'une association sportive. Classiquement, on connaît les subventions publiques données par la mairie, un département, une région. Après, nous, au niveau de la fédération, aujourd'hui, on pilote aussi ce qu'on appelle des appels à projets. Il y en a un qui est en partenariat avec l'Agence nationale du sport, qui est le plus gros, qui s'appelle l'appel à projet PSF, où l'ensemble des clubs qui sont affiliés à la fédération, ainsi que les comités départementaux et les ligues, peuvent postuler, présenter un projet pour lequel ils vont demander une ressource financière, une aide financière qui va être évaluée et puis une somme va leur être attribuée. Donc ça, c'est un des modes de financement et un des modes d'aide qui existent aujourd'hui. On a aussi un appel à projet spécifique sur la discipline Baseball 5 depuis quelques années, qui fonctionne bien, sur lequel on a pu accompagner pas mal de nos clubs. Et après, il y a tout ce qui est non financier, finalement, les partenariats que va passer la fédération avec un certain nombre d'entreprises pour faire bénéficier les clubs, soit gratuitement ou à titre avec des réductions ou ce genre de choses. J'aimerais bien avoir des partenariats qui nous rapportent de l'argent. Aujourd'hui, on est un peu petit pour ça, mais c'est un objectif aussi. Voilà. Et puis après, dans le travail quotidien des services de la fédération, on essaie d'être disponible et d'accompagner. C'est aussi une forme d'aide qu'on peut donner en étant une petite structure. Une petite structure, mais qui travaille beaucoup, on peut vous le dire justement, pour permettre à tous ces gamins qui ont envie de débuter le baseball de s'y mettre. Et ça tombe bien, on vient de voir un sujet sur les Webs. Nous avons au plateau Romain qui a débuté avec les Webs véritablement. Romain, qu'est-ce qui vous a amené au baseball? Pourquoi le baseball? Et qu'est-ce qui vous a fait accrocher une fois que vous avez commencé? Tout naturellement, je suis arrivé dedans, pas simplement parce que mon père est cubain et c'est le sport national là-bas. Donc automatiquement, quand lui est arrivé en France, il a recherché un club. Et du coup, il m'a mis dedans très très tôt. Ensuite, tout à l'heure, on parlait de gamins qui ont la passion. On les a vus un peu sur le reportage. C'était moi, il y a 25 ans, sur le bord des terrains. J'ai joué avec le président des Webs, Patrick Bonaldi. J'ai joué avec lui. Et la passion, tout d'abord, elle vient dans un premier temps, je veux faire comme papa. Et puis après, on rentre dans une structure. Alors même si j'étais enfant, mais on commence à s'identifier à la structure. On a un apport, on fait partie d'une équipe, etc. On commence à faire des championnats. Et puis peu à peu, on veut aller plus loin. Et moi, c'était mon souhait. Je voulais toujours essayer d'aller un peu plus haut, un peu plus loin, un peu plus vite. Et après, avec l'âge, j'ai grandi, je me suis formé, j'ai beaucoup joué. Et puis après, j'ai eu la chance d'être repéré et j'ai continué mon parcours au sein des structures fédérales. À l'époque, c'était l'INSEP, qui est maintenant a émigré à Toulouse. Donc c'est le Centre national de baseball français.
Et un très beau parcours quand même derrière. On rappelle qu'on n'arrive pas en équipe de France pour rien. Dans ce reportage, Elliot, on a entendu parler aussi du Baseball 5, qui est quelque chose dont on avait parlé, qui se met vraiment en place, qui prend de plus en plus de place en France. C'est une nouvelle discipline. Mais est-ce qu'on n'est pas typiquement sur ce genre d'initiative que la fédération pousse parce qu'elle peut permettre plus facilement d'amener des actions de promotion, d'aller chercher quelque part les scolaires et ce genre de choses? Oui, absolument, c'est tout à fait ça. Le projet, il a été créé un peu d'ailleurs à notre initiative, en partenariat avec la Fédération internationale. La réflexion de départ, c'était OK, aujourd'hui on gagne des licenciés à un rythme intéressant parce que nos clubs se structurent, travaillent bien et accueillent de plus en plus de gens pour pratiquer le baseball et le softball. Comment on fait pour aller au-delà de ça? Comment on va intéresser des nouvelles personnes en plus? Et donc la réflexion, elle a été d'avoir un sport qui est un peu dans la tendance de ce qu'on connaît aujourd'hui, une discipline un peu urbaine, qui va nécessiter moins de matériel, qui peut se jouer un petit peu partout, dont les formats sont beaucoup plus courts. Et en fait, inspiré d'une pratique de rue venue du pays que Romain citait, Cuba, on a travaillé là-dessus, on a créé des règles et on a un peu imaginé cette nouvelle discipline qui, en fait, aujourd'hui, c'est vrai, très rapidement a rencontré un franc succès un peu partout sur la planète, dans des pays où le baseball est pas du tout développé, puisque c'était une manière d'amener les gens plus facilement vers la discipline, mais aussi dans des pays où il est très développé parce que chaque fédération sur la planète essaye aussi de se renouveler un petit peu. Et comme vous le disiez, l'enjeu quand on parle de développement, bien souvent on imagine l'école. On a vu ce qui s'est passé avec le handball en quelques années, beaucoup plus de handball à l'école et une fédération qui grandit et des résultats derrière. Donc c'est un peu l'objectif que toutes les fédérations semblent avoir, mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas forcément évident. Cette discipline-là qui se joue juste avec une balle en caoutchouc et dans un espace finalement assez réduit qui ne demande pas de matériel, elle me semble aujourd'hui être idéale pour aller dans ce monde scolaire, permettre aux enseignants d'animer des séances un petit peu différentes de ce qui se fait, puisque finalement peut-être faire du foot à l'école, tout le monde connaît un petit peu déjà. Ça peut permettre d'avoir un produit un petit peu différenciant qui fait travailler beaucoup d'habilités technique et motrice. Et puis pour nous, c'est vrai que c'est une première visibilité vers nos autres sports. Les gens qui vont découvrir le Baseball 5 vont peut-être derrière aussi jouer au baseball, au softball. C'est ce qu'on espère. Et c'est aussi maintenant une discipline à part entière, reconnue par le CIO et qui fera son entrée au programme des Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026. Donc c'est aussi potentiellement une discipline de haut niveau pour l'avenir. Enseignants, professeurs de PS, si vous nous regardez, n'hésitez pas donc à mettre le Baseball 5 à votre programme. Pour conclure, on va parler un petit peu de handicap aussi, c'est important. Quelle est la place aujourd'hui du handicap dans le baseball? Comment est-ce qu'on adapte le baseball au handicap? Oui, c'est un sujet important, bien sûr. En tant que fédération, je crois qu'on se doit d'offrir de la pratique à quiconque veut pratiquer du coup nos disciplines. Alors le handicap c'est large comme scope. Nous, les premiers contacts en tout cas fédéraux avec une pratique handicap, c'est ce qu'on appelle le blind baseball. C'est une pratique du baseball destinée aux personnes aveugles ou déficientes visuelles qui jouent avec une balle insonorisée, des bases aussi insonorisées. C'est très spectaculaire et il y avait des initiatives à Nogent, il y en a eu à Montpellier, etc. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres clubs qui ont des initiatives autour du handicap, notamment des pratiques en fauteuil occasionnellement. Il y a du softball fauteuil par exemple. Il y a aussi des pratiques pour des personnes en situation de déficience intellectuelle en quelque sorte. Il y a une section de sport adapté, par exemple à Rouen, qu'on connaît très bien pour le baseball puisque multiple champion de France, mais ce qu'on ne sait pas c'est que derrière il y a aussi ce genre de pratique dans nos clubs avec une section sport adapté qui grandit. Et donc la fédération il y a peu a créé une licence spécifique d'ailleurs pour les personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent exister au sein de notre communauté, de notre fédération et être reconnues comme il se doit. C'est évidemment très important. On a parlé de plein de choses concernant le baseball, de plein de choses évidemment le plus réjouissantes possible. Il y en a une qui a été un petit peu moins bien accueillie, mais on se doit d'en parler aussi. C'est les Jeux Olympiques. Le baseball était olympique en 2020 à Tokyo. Il le sera en 2028 à Los Angeles. Malheureusement, il ne le sera pas en 2024. Le CNOSF a choisi une autre voie. Avant de parler rapidement de ça avec vous, Elliot, Romain, on peut imaginer que si vous aviez été encore joueur aujourd'hui, le baseball aux Jeux Olympiques, c'est le but ultime. Les JO, c'est vraiment quelque chose de particulier, c'est une grande fête. Je pense qu'en tant que baseballeur, moi étant jeune, il y avait encore le baseball. La France était peut-être pas assez développée, l'équipe de France n'avait pas un développement assez conséquent et on le regardait de loin.
Mais on y pensait tout le temps. Ça aurait été, oui, un but ultime. On aurait adoré. Et c'est dommage. Mais je pense qu'au vu de ce qu'on a entendu, ça peut très vite tourner et j'ai l'impression que ça pourrait revenir. Il faut juste, voilà, c'est peut-être un problème de structure. Je sais pas trop quels sont les tenants et les aboutissants. Mais oui, c'est vraiment dommage que cette fête-là, que le baseball ne participe pas à cette fête-là en 2024. Évidemment, on aurait tous aimé, mais autant s'en servir, entre guillemets, s'appuyer dessus de manière positive. Elliot, à la fédération, on imagine que quand vous avez appris la nouvelle, tout le monde n'a pas été ravi, mais est-ce que ça vous a permis d'identifier justement ce qui vous a peut-être manqué dans le dossier pour convaincre le CNOSF et ce qu'il faudra faire justement, quels sont vraiment les points sur lesquels appuyer à l'avenir pour que le baseball ait définitivement sa place dans le paysage du sport français ? Oui, bien sûr, il y a une forme de frustration puisqu'il y a eu du travail pendant pas mal de temps derrière. De la frustration aussi de devoir annoncer à des athlètes qu'ils ne pourront même pas imaginer pouvoir y participer. Alors que la discipline revenait juste avant au Japon, grande place forte du baseball dans le monde. On a la perspective des États-Unis, ce n'est pas encore confirmé, mais on espère aussi que nos disciplines reviendront au programme. Donc ça, forcément, ça a créé beaucoup de frustration. Je disais que le baseball s'était développé et la fédération en 1924 à Paris à l'occasion des Jeux Olympiques. On va fêter notre centenaire en 2024 à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris. C'est vrai que l'histoire aurait pu être belle. Maintenant, il ne faut pas tout jeter. Le travail qu'on a mis en place pour essayer d'exister dans le paysage du sport français à l'occasion de cette candidature pour les Jeux de Paris 2024, c'est un travail qui a une certaine valeur. Ça nous a mis en ordre de bataille pour exister dans cet environnement sportif. Donc je pense que oui, il y a des points positifs, même si à l'arrivée, on ne sera pas sur les écrans du diffuseur le moment venu. Maintenant, il n'y a pas que les Jeux Olympiques et non plus. C'est une perspective pour des athlètes de plus haut niveau. Maintenant, ce qui fait le cœur de notre fédération, vous l'avez dit, c'est le club régional qui fait entraîner des enfants et de plus en plus chaque année pour que demain on soit plus nombreux et qu'on devienne plus performant sur la scène sportive pour atteindre les plus grandes compétitions. Donc notre priorité, avant tout, elle est là. Et je pense que l'olympisme, pourquoi pas dans 20 ans, parce que nos sports ils vont peut-être revenir au programme des Jeux. L'olympisme, oui, et pour donner une petite note de sourire quand même, avant de se quitter, si on dit 2025, ça doit forcément vous parler, vous faire tiquer un petit peu. A priori, il se passera quand même quelque chose de beau, de grand en 2025 pour le baseball en France. On l'espère. Bon, bien sûr, Benjamin, vous avez un certain nombre d'informations. Des choses ont fuité quelque peu dans les médias récemment avec la Major League Baseball qui annonce revenir un petit peu en Europe dans les années qui viennent. En tout cas, essayer de promouvoir au niveau international. C'est bien sûr un objectif, un enjeu que de pouvoir les accueillir en France si tel était le cas. Aujourd'hui, c'est difficile. Pour des raisons peut-être plus contractuelles, d'en parler vraiment concrètement, mais en tout cas, c'est un projet qui existe et qui aujourd'hui n'est un secret pour personne. Donc, à l'image de ce qui a été fait en 2019 du côté de Londres, qui sera fait en 2023 également du côté de Londres. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Merci Benjamin. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci aussi à toutes les équipes du lycée Évariste Galois et de son BTS audiovisuel en partenariat avec l'INA. Merci à Bruno Blanchard à la réalisation. Notre émission touche donc à sa fin. On se retrouve dans une prochaine édition où il faudra mouiller le maillot. Attention, notez bien, mouiller le maillot de bain parce qu'on parlera de hockey subaquatique d'ici là. À très vite.